cette aventure en fait a commencé par la découverte dans les archives. C'était l'annonce en fait en première page d'un des numéros du journal officiel de la Martinique en 1858 et qui a annoncé le débarquement de plusieurs centaines d'immigrants africains à Fort-de-France. J'ai eu un étonnement qui fut double, c'est déjà, je me suis dit, 1858, donc 10 ans après l'abolition de l'esclavage, le gouvernement français retourne en Afrique pour trouver de la main-d'œuvre à destination de ces colonies américaines. Et autre étonnement aussi, c'était qu'ils avaient réussi à trouver des gens libres et volontaires pour partir travailler outre-Atlantique. J'étais sceptique. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ce terme d'immigrants africains, d'immigration africaine, alors que clairement la finalité de ces immigrations était d'obtenir de la main-d'œuvre pour le travail colonial. Aux Antilles, principalement, ces immigrants sont destinés aux champs de canne et en Guyane, aux mines, puisque l'or vient d'être découvert, et aussi aux exploitations coloniales. L'étude des sources en fait, a révélé l'existence en fait, de deux courants migratoires. Un premier où les individus sont de statut libre avant leur engagement et leur recrutement, et l'autre, celui dont je viens vous parler, et qui est très majoritaire puisqu'il représente 93% des gens, où les gens sont des captifs rachetés sur les marchés négriers. Et en fait, si le pouvoir colonial voyait en eux tous des immigrants africains, ils sont tous dénommés sous cette même appellation. En fait, en étudiant précisément ces migrations, on s'apercevait qu'ils étaient traités différemment, et selon qu'ils soient donc libres ou rachetés, et que eux-mêmes, ça se répercutait aussi sur leur propre comportement. Et du coup, mon questionnement autour de cette notion de liberté s'est précisé avec des questions un peu plus concrètes, comme par exemple qui pouvait être libre, comment ces catégories du droit à la liberté se construisaient, de son exercice, et en fait, y avait-il des degrés de liberté dans une société où normalement tout le monde est également libre après 1848. Dans les archives aussi, j'ai rencontré, enfin on peut parler vraiment de rencontres, hein, on fait des rencontres dans les archives aussi, c'est bien. Donc j'ai rencontré Yacine Biram, qui est une jeune femme âgée de 21 ans, qui est née, qui a été recrutée à Gorée, et qui embarque en fait en juillet 1854 de Gorée pour Cayenne donc en Guyane française. Et j'ai aussi rencontré Baya, qui elle est une jeune enfant d'à peine 12 ans, qui elle a été achetée, ou plutôt rachetée, sur la rive droite du fleuve Congo, et qui part elle en juillet 1860 pour Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et en fait les trajectoires de ces deux femmes, qui s'inscrivent en fait chacune dans un des deux courants migratoires dont je vous ai parlé, donc, parce que Yacine Biram était de statut libre, donc à Gorée, alors que Baya donc, est une enfant captive des marchés d'Afrique centrale. Et j'ai un peu suivi leur trajectoire et qui m'a donné un petit fil au cours de mon livre. Et comme je vous l'ai dit, ces deux femmes parmi plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, plus de 18 000 personnes. Et comme ça, dans mon livre, j'ai essayé de porter une attention un peu particulière à des parcours d'individus, hommes, femmes ou enfants. Et au fil du livre, on arrive à la vie en colonie de ces Africains et de ces Africaines une fois qu'ils arrivent. C'est comme ça où est Congo, pas connaître parler français. Si vous connaissez parler français, si vous connaissez wishi. C'est comme ça où est Congo, pas connaître. Je vais vous dire un peu rapidement la structure. Il y a vraiment cette première partie. Elle est consacrée vraiment à l'étude de ces politiques impériales, qui en fait, en contexte, après les abolitions de l'esclavage, la grande question est comment ramener, soit maintenir la main-d'œuvre sur place dans un système de dépendance, ou comment amener la main-d'œuvre. Et du coup, j'ai travaillé sur ces nouvelles formes de travail qui sont inventées en quelque sorte, même si bon, elles ont des généalogies plus lointaines, pour avoir des travailleurs le plus dépendants, fixes et le moins cher possible. Donc voilà, après la deuxième partie, elle est vraiment consacrée à la filière migratoire, donc à l'étude de ces deux courants, avec une comparaison pour essayer de questionner est-ce que c'est une nouvelle forme de traite déguisée. Là je parle du courant qui est basé sur le rachat de captifs,
Donc j'ai étudié, là, le gouvernement français se targue de mettre, et il met en effet des représentants à bord des navires, le long de la côte d'Afrique pour surveiller les recrutements. Il y a toute une surveillance, une législation qui est mise en place. Donc j'ai travaillé pour voir comment c'était appliqué, quelles étaient les pratiques, aussi les pratiques disciplinaires qui sont mises en place pour encadrer en fait cette population. Donc ça c'est un peu la seconde partie qui est vraiment sur la traversée de l'Atlantique. Et la dernière partie, là je suis quelque chose de chronologique, ils arrivent dans les colonies et donc là c'est un peu leur vie tout le temps de l'engagisme. Et comme je vous ai dit, les rachetés ont des contrats de 10 ans, mais en fait ils font plutôt 20 ans sous ce système de travail qu'on appelle l'engagisme. Donc c'est un travail sous contrat. Donc j'ai étudié à la fois cette forme de travail qui place les gens en dehors du droit commun. Ils n'ont pas le même statut que les travailleurs locaux, c'est-à-dire les anciens esclaves. Ils ont un statut de mineur civil, par exemple. Donc, pour vous donner un exemple, ils ne peuvent pas ester en justice par eux-mêmes. Ils ont un statut de mineur, donc ils doivent passer par des syndics de l'immigration. Ils ne peuvent pas sortir de l'habitation sans autorisation de leur engagiste, donc c'est-à-dire de leur employeur. Enfin, ils sont vraiment mis dans un système répressif très fort. Et aussi par rapport aux lois du travail. Donc j'étudie leurs conditions de vie de travail. Et après, j'ai fait tout un chapitre sur leurs réactions, qu'on peut qualifier de résistance, et toujours dans cette étude comparative. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les Africains de statut libre et les rachetés ne vont pas avoir les mêmes modes de réaction. C'est-à-dire que ceux qui sont originairement libres, ils se sont engagés en fait volontairement, donc ils ont des attentes. Et ils ont en général une expérience coloniale. Souvent, par exemple, Yacine Biram de Gorée a déjà travaillé avec l'administration coloniale à Gorée. Donc en fait, eux, quand ils réagissent par rapport à une mésentente sur le contrat. Ils vont porter plainte, s'ils font des grèves. Ils utilisent une voie légale qui en général n'aboutit pas. Donc après, ils prennent la voie illégale et en général, ils fuient les colonies pour aller dans les colonies voisines anglaises ou au Suriname ou essayer de rentrer chez eux en Afrique de l'Ouest. Alors que les rachetés, eux, ils arrivent, ils ne maîtrisent aucun des codes sociaux, linguistiques de la région. Et puis il y a tout un trauma aussi de cet arrachement et de cette migration qui est réellement forcée. Et eux vont plutôt fuir, comme l'ont fait en fait les esclaves arrivant quelques années avant. Ils fuient dans les mornes et sont assez en général rapidement rattrapés puisqu'ils ne maîtrisent pas les codes géographiques et de la société. Donc voilà, et enfin je finis l'ouvrage sur la majorité d'entre eux, alors qu'ils avaient droit au rapatriement en fait, dans le contrat d'engagement, à part quelques-uns des libres qui vont rentrer, pour les captifs, ça ne leur est jamais, les captifs rachetés, ça ne leur est jamais proposé. Mais ils n'en font pas la demande non plus. Donc en fait, ils vont vraiment faire leur vie dans ces colonies. Et du coup, je travaille un peu sur comment ils vont se définir et s'autodéfinir. Et on voit qu'ils créent un groupe qui va être dénommé Congo, qui est un terme qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui aux Antilles, pour définir donc, ces immigrants africains et aussi leurs descendants. Donc voilà, il y a une sorte d'identification commune d'un groupe au sein duquel j'ai pu montrer qu'ils transmettent en fait à leurs enfants la langue, des langues, parce qu'il y a plusieurs langues, des pratiques aussi patronymiques, qui transmettent leur nom, parce qu'ils arrivent avec leur nom, et ils vont transmettre aussi des pratiques culturelles. Enfin, je finis par une insertion qui, en plus, là, ne repose vraiment que sur leur propre volonté dans le politique. Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, le statut, c'est vraiment un statut juridique d'immigrants à l'époque, les exclut, en fait, du droit commun. Donc, par exemple, ils n'ont pas le droit de vote. Et, en fait, je les ai retrouvés sur les listes électorales. Alors que, bon, normalement, ils n'ont absolument rien à y faire. Donc, ce qui démontre aussi, là, on est 30-40 ans après leur arrivée, qui démontre de leur part une réelle implication, en tout cas dans leur société. Et voilà, donc je finis un peu là-dessus, et aussi comment ils vont fonder des familles, sortir de ces habitations, acquérir un peu d'autonomie et d'espace de liberté que en tout cas l'administration et les engagistes qui sont leurs employeurs ne font rien pour. Donc voilà brièvement un peu la présentation de l'ouvrage et la démarche que j'ai eue. Les consommés,
sous connaître, wacha, wacha. C'est comme ça, oui, Congo, pas connaître.